Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. On parle de violence conjugale cette semaine avec Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour Wolfgang. Bonjour Sylvain. Donc la violence conjugale, c'est pas très drôle quand ça arrive. Non, mais... c'est un sujet qu'on doit malheureusement discuter parce que c'est très, très commun. D'ailleurs, il y a des statistiques qui ont sorti et c'est assez surprenant. Généralement, on pense que la violence conjugale, c'est une affaire d'hommes violents et les nouvelles statistiques disent qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Okay. Les formes de violence vont être différentes. Des fois, ça va être de la violence physique versus de la violence psychologique ou de la violence physique moins forte, mais il y a quand même la violence. Là. Il y en a de plus en plus. Et moi, dans ma pratique, j'en vois autant en criminel, en DPJ qu'en droit familial. C'est courant que les gens qui en vivent, ils n'osent pas dénoncer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? Effectivement. La première chose à faire, c'est de se rendre compte qu'on est victime de violence. Souvent, c'est des patterns qui durent depuis longtemps. Et évidemment, ce n'est pas un pattern qui commence la première journée. Donc, ce cycle de violence-là va commencer tranquillement et les gens, de semaine en semaine, vont s'ancrer dans ce cycle-là et vont finir par être victimes de violences plus sévères. Lorsqu'ils viennent nous voir souvent, c'est parce qu'il est arrivé un événement dramatique et on a quand même très peu de temps pour réagir pour pas qu'ils retournent dans cette violence conjugale-là. Ce qu'on peut faire comme avocat, c'est de les conseiller sur différentes astuces qu'on peut faire pour les aider. C'est quelqu'un dans notre entourage qui vit ça, de la violence conjugale. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Première chose, effectivement, c'est de lui en parler, de voir est-ce que cette personne-là est en danger. Si par exemple, tu arrives chez nous, tu es en crise, OK? Est-ce que, premièrement, tu es en danger? Est-ce que je peux t'héberger? Est-ce qu'il y a lieu d'appeler une police parce que tu es pris chez ta conjointe ou chez un ami, peu importe? Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a sécurisé la personne physiquement, il faut voir est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'entourage qui sont en danger. C'est-à-dire, est-ce que l'abuseur ou la personne violente elle-même est en danger, a des idées suicidaires? Encore là, on appelle la police. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des enfants aussi? Parce que malheureusement, quand on parle de violence conjugale, souvent les enfants sont victimes de ça. Et c'est sûr que c'est toujours plus délicat. Dans l'incertitude, on peut appeler les policiers. Ils sont quand même formés et spécialisés pour ça. Mais on peut aussi tenter d'éviter que les enfants soient victimes de ça et que la police arrive à la maison et débarque et blablabla. Donc, souvent, et ça paraît bizarre, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans ma pratique, mais certaines personnes viennent nous voir en prévision d'une chicane qui va arriver ou en prévision de la rupture qui s'en vient. Et là, on établit avec eux comment ils vont annoncer ça. Ça va être quoi leur porte de sortie, où est-ce qu'ils vont aller. Préparer leurs choses, préparer leur bagage, c'est super important. Préparer les enfants. Et après ça, il y a tout le processus légal qui va embarquer. Là. Puis une fois qu'on a passé cette étape-là, puis si notre ex nous achale, nous harcèle encore, c'est quoi nos solutions, dans le fond, qui s'offrent à nous? Ce qu'on peut faire, première chose qu'on entend souvent parler, c'est le 810, qui est un article du Code criminel, c'est-à-dire une interdiction de contact. On peut demander ça. Ça, c'est une plainte privée qui est déposée devant les tribunaux. On peut être ou non représenté par avocat. Par contre, souvent, lorsqu'on va à la cour dans des contextes comme ça de violence conjugale, c'est très émotif. Moi, je recommande toujours aux clients d'être représentés par avocat. Ce n'est pas des dossiers normalement qui sont très difficiles et volumineux, donc les frais ne sont pas très élevés. Et puis, le but de ça, c'est vraiment d'interdire à la personne d'entrer en contact avec nous. Il faut pour ça être capable de prouver au juge qu'il y a des motifs raisonnables ou des craintes raisonnables d'être soit attaqué physiquement ou ça peut être nos biens aussi, ça pourrait être ta maison. C'est-à-dire, j'ai peur que mon voisin ou mon conjoint vienne briser ma maison. Et il faut que ça soit fait quand même relativement rapidement parce que le juge évalue le critère de dangerosité et de crainte la journée du procès. Okay? Fait que si on attend 6 mois ou 1 an, puis que ça fait 1 an ou 6 mois qu'il ne s'est rien passé, bien, le juge va dire, écoutez, il n'est pas si dangereux que ça. Finalement, il ne vous a jamais donné de nouvelles. Donc, on doit faire ça rapidement, puis c'est important. Des fois, couper les ponts, c'est pas toujours facile. Là. Quand on a des enfants avec un ex-conjoint, il faut quand même garder un contact. On ne peut pas couper les ponts complètement. Effectivement. Lorsqu'il y a des enfants impliqués, souvent, on va aller devant la Cour supérieure pour demander la garde des enfants.
Il y a des demandes qui peuvent être faites, qu'on soit marié ou pas, là, il y a des demandes qui peuvent être faites d'urgence qui permettent de stabiliser le dossier. Et le temps que le vrai jugement, ce qu'on appelle le jugement au fond, soit pris, bien, il y a des mesures temporaires qui vont être prises pour sécuriser les enfants, que les contacts soient supervisés. Ça peut être ça, là, dans le cas, par exemple, d'un conjoint ou d'une conjointe violente avec les enfants, parce que des fois, ils sont violents avec le conjoint, mais pas avec les enfants. S'ils le sont avec les enfants, bien, on peut demander une supervision ou que les grands-parents soient là. Et on peut évidemment, dans les cas les plus graves, impliquer le directeur de la protection de la jeunesse qui, lui, a sa propre procédure, là. Puis dans cette situation-là, comment un avocat pourrait être utile? Bien, en fait, il y a différentes choses. Comme je vous l'ai dit précédemment, première chose, l'avocat peut vous aider à établir un plan sur ce qui s'en vient. Si jamais c'est déjà arrivé, et là, l'avocat peut voir avec vous, est-ce qu'il y a lieu d'aller de faire une plainte à la protection de la jeunesse? Est-ce qu'il y a lieu d'aller devant les tribunaux et de faire une demande d'urgence ou non? Et au niveau de l'interdit de contact, est-ce qu'il y a lieu de réellement craindre ou pas? Tu sais, avec l'expérience qu'on a, c'est sûr que les personnes qui viennent dans notre bureau me disent toujours « Ah, j'ai peur, j'ai peur. » C'est vrai, mais il faut voir, est-ce qu'une personne normale de la société aurait les mêmes craintes? Est-ce qu'il y a lieu de le voir? On peut vérifier aussi les antécédents criminels. Des fois, ça fait une différence. Donc, c'est tout ça avec l'expérience puis les solutions qu'on a, ça peut apporter plusieurs idées puis calmer les gens aussi. Et si on veut un supplément d'informations, on peut te rejoindre à ton cabinet? Oui, mercigiguère.com sur Internet, sans trait d'union, ou sinon au 581-996-7060. Parfait, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier Giguère.